Debout, reste silencieuse, murmura mon père à la table diplomatique. Sa voix était basse. Le son avalé par la salle de bal cavernée du Marina Bay Sands, ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre, donné par le colonel Miller au spécialiste Miller. Le fait qu'il soit aussi mon père ne rendait le commandement que plus froid. 1 heure plus tôt, dans le SUV blindé, il m'avait exposé les paramètres de ma mission. J'étais l'accessoire parfait pour son détail diplomatique. Mon uniforme de parade, impeccable et repassé. Ma posture, parfaite. Ma bouche fermée. Ma présence n'était qu'un élément de décor, rien de plus. La fille obéissante, marchant dans les pas du père décoré, c'était une bonne image pour le département d'État. Je restais donc debout, silencieuse. J'étais un fantôme dans la machine de la politique mondiale. Positionné juste derrière son épaule droite, l'air était chargé du parfum coûteux et de ce qui n'était pas dit, la tension qui plane entre deux superpuissances feignant d'être amies. Les lustres déversaient leur lumière sur le sol poli, et les drapeaux américains et chinois se dressaient comme des gardes silencieux et jugeurs. Puis le général Wei commença à parler. Ce n'était pas le mandarin standardisé de la télévision d'État, c'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus rude. Avec le rythme des vents côtiers et de l'eau salée. Un dialecte du Sud. L'interprète principal, un contractant civil au sourire suffisant et au doctorat, se pencha vers son micro. Il traduisit les 3 premiers mots, puis hésita, sa confiance s'évapora en temps réel. Il bégaya, ses yeux balayant ses notes, comme si elles contenaient un secret qu'il avait oublié. Une goutte de sueur traça un chemin le long de sa tempe, le micro transmit le son de sa déglutition sèche à travers la salle silencieuse. Il se figea, le silence qui suivit fut plus bruyant qu'un coup de feu. C'était un vide tactique, une arme déployée par le général, et elle venait de paralyser notre délégation. Je sentis la panique collective du côté américain de la table. Une vague d'humiliation pure et non diluée. Les épaules de mon père se raidèrent, du coin de l'œil. Je vis sa main faire un geste minuscule et sec, reste en retrait. Mais je connaissais cette langue. Je connaissais son rythme, son cœur. C'était la langue que ma grand-mère me murmurait enfant, les mots que mon père avait un jour qualifiés d'inutiles. La langue des pêcheurs et des fermiers. Tout mon entraînement militaire me hurlait d'obéir au colonel, de tenir ma position, de rester invisible, de suivre la chaîne de commandement. La fille en moi, celle qui avait passé une vie entière à essayer de gagner un simple hochement d'approbation, était paralysée. Mais le spécialiste, le soldat qui avait passé des années à l'Institut des langues de la défense à maîtriser cette langue inutile, avait une mission différente. Mon cœur cognait contre mes côtes. Un battement frénétique et désespéré. Je pouvais lui obéir et regarder mon pays se faire diplomatiquement éventrer, ou désobéir et affronter sa colère personnelle. À cet instant, le choix devint terrifiant de clarté. Ma chaise racla contre le sol de marbre. Le bruit fut une profanation dans le silence sacré. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Le poids de leurs regards était une force physique. Je me levai, calme, et répondis en chinois impeccable. Les mots ressemblaient moins à une traduction qu'à une respiration. Les yeux du général, vifs et sombres, traversèrent la salle et se verrouillèrent aux miens. Il m'étudia, son expression indéchiffrable. Il coupa alors complètement la parole à mon père, qui avait commencé à se reprendre, à dire quelque chose. N'importe quoi! Le général leva une main, un geste d'autorité absolue. Désormais, dit-il, sa voix résonnant avec une clarté surprenante, je ne parlerai qu'à elle. Le visage de mon père devint cendreux. Les fondations de son monde venaient de se fissurer, et c'était ma voix qui avait été le marteau. Cette langue n'était pas un accident. C'était un choix, une rébellion qui avait commencé 4 ans avant ce dîner, dans une pièce qui sentait les vieux livres et son autorité. Le bureau de mon père à Formide n'était pas une pièce. C'était un verdict sur une vie bien menée. Les murs étaient chargés de ses accomplissements, diplômes, citations. Une photo encadrée de lui, serrant la main d'un général 4 étoiles. Il ne m'avait pas invité là pour discuter. Il m'avait invité pour recevoir mon avenir. Le plan était déjà étalé sur son bureau en acajou poli, juste à côté d'une pile de brochures de West Point, une vie tracée en noir et blanc. Il y voyait un héritage, un autre colonel Miller en devenir. Il y voyait son propre reflet. Je le laissai finir. Je laissai le silence planer dans l'air, épais du poids de ses attentes. Puis, je lui dis que je n'irai pas à West Point. J'avais déjà parlé à un recruteur. Je m'engageais. L'expression sur son visage n'était pas de la colère.
C'était quelque chose de pire. C'était de la confusion, comme si une pièce d'échec s'était déplacée d'elle-même. Quand je lui annonçai mon MOS choisi, 35P Cryptologic Linguist, il secoua simplement la tête. Il y voyait un échec, un rejet du chemin d'officier, un rejet de lui. L'Institut des langues de la défense à Montreuil fut mon évasion et ma punition. C'était un endroit stérile et impitoyable où l'on brisait votre esprit pour le reconstruire dans une autre langue. Les jours étaient un flou d'exercices audio et de cabines insonorisées, de fiches s'empilant comme des congères, de s'endormir avec un casque sur les oreilles, les tonalités inconnues s'infiltrant dans mes rêves. Ma grand-mère, sa mère, était originaire du Fujian. Elle me parlait en Minnan quand j'étais enfant, ces mots un réconfort secret qu'il n'avait jamais compris. Pour lui, c'était une langue de paysan, impratique, indigne des couloirs du pouvoir qu'il arpentait. Il m'appela à mi-parcours de ma formation, un contrôle de routine, du genre qu'un officier commandant donne à un subordonné. Il me demanda quelle langue j'avais choisie pour ma spécialisation. Quand je le lui dis, il y eut un long silence sur la ligne. Je pouvais l'imaginer dans son bureau, entouré de ses succès, incapable de comprendre le mien, puis il rit, un son court, sec et dédaigneux. Tu gaspilles une carrière militaire à apprendre à parler aux pêcheurs et aux fermiers. Grandes. Il raccrocha. Cette phrase explosa plus discrètement que n'importe quel engin explosif improvisé. Mais le cratère qu'elle laissa était profond et permanent. Son mépris devint mon carburant. Chaque règle grammaticale que je maîtrisais, chaque caractère que je gravais dans ma mémoire, était un acte de défi. Une instructrice, une femme stricte mais brillante, vit le feu dans mes yeux et me poussa plus fort. Elle savait que je n'apprenais pas seulement une langue, j'aiguisais une arme. Le jour de la remise des diplômes, je me tenais là avec mon certificat en main. Le papier était net, l'encre sombre et officielle. Mon nom était imprimé proprement au-dessus des mots « chinois »,« dialecte Minnan ». Ce n'était pas seulement un certificat, c'était ma déclaration d'indépendance. C'était la preuve que la partie de mon héritage qu'il avait essayé d'enterrer était la plus forte en moi. J'avais appris la langue des pêcheurs et des fermiers, et j'étais sacrément douée. Le silence qui suivit mes mots était différent. Ce n'était pas le silence mort et paniqué d'avant, il était vif, concentré, un projecteur fait de silence. Tous les yeux dans cette salle étaient posés sur moi, une spécialiste junior qui venait de briser toutes les règles de protocole. À côté de moi, mon père n'était plus un homme. Il était une statue de rage pure et froide. Les yeux du général Wei restèrent verrouillés aux miens. Il répondit, sa voix égale. Mais les mots qu'il choisit étaient un nœud emmêlé. C'était un proverbe, un ancien venant des provinces côtières, plein d'images de la mer et du ciel. C'était un chitan classique, un test. Il ne posait pas une question, il sondait ma profondeur, vérifiant si j'étais juste un perroquet, ou si je comprenais les eaux dans lesquelles je nageais. Le reste de notre délégation entendit un dicton folklorique. J'entendis une question stratégique sur la confiance et la capacité. Je soutins son regard. Mon cœur battait d'un rythme régulier et mesuré. Toutes ces années de formation à l'idéal, toutes ces nuits solitaires avec des fichiers audio, tout cela convergea en un point unique de clarté. Je ne traduisis pas seulement ces mots en anglais. Je répondis à sa vraie question dans son propre dialecte. Ma réponse fut formelle, respectueuse. Je reconnus la sagesse de son proverbe, puis, en utilisant une structure parallèle, j'en offris un de mon cru. Un qui parlait d'un pont construit sur une fondation de compréhension partagée. Je n'étais plus une linguiste. J'étais un signal. J'étais en train de communiquer. Un changement s'opéra sur le visage du général. Les lignes dures et sévères autour de ses yeux s'adoucirent, remplacées par une lueur d'étonnement intrigué. C'était le regard d'un maître reconnaissant le travail d'un collègue artisan. Il me vit, non comme une soldate, non comme une femme, non comme la fille d'un colonel. Il vit un atout. C'est à ce moment que mon père décida qu'il en avait assez. Il vit le contrôle qu'il chérissait plus que tout lui glisser entre les doigts. Il se pencha en avant, s'éclaircissant la gorge, sa voix dégoulinant d'une autorité condescendante. « Merci. Spécialiste, votre assistance n'est plus requise. » Il ne termina jamais la phrase. Le général Wei leva une seule main ferme. Le geste fut petit, mais il fit taire instantanément un colonel plein grade. Il regarda au-delà de mon père, son regard fixé uniquement sur moi, puis, pour le bénéfice de toute la salle, il passa à un anglais impeccable et accentué. « Désormais, dit-il, sa voix tranchant l'attention comme un rasoir, je ne parlerai qu'à elle,
L'inspiration collective du côté de notre table fut vive et bruyante. Je sentis mon père tressaillir, le dernier vestige de son autorité se réduisant en poussière. Je ne le regardais pas, je ne pouvais pas. Je soutins simplement le regard du général et lui adressai un unique hochement de tête professionnel. À cet instant, l'ordre de rester silencieuse fut officiellement révoqué. J'étais la seule voix qui comptait. Les suites de ce dîner furent un flou. Il n'y eut pas de débriefing avec mon père, pas de trajet tranquille vers l'hôtel. Je fus emmenée à l'écart par un homme discret en costume et escortée directement à l'ambassade des États-Unis. Ma vie en tant qu'aide de camp d'un colonel était officiellement terminée. Ma vie en tant qu'atout venait de commencer. Pendant 2 heures, je restais assise dans une pièce stérile et sans fenêtre, pendant que toute ma réalité opérationnelle était réécrite. On me donna un briefing temporaire de clearance top secrète, une rafale rapide d'acronymes et d'avertissements légaux qui dépouillèrent mon ancienne identité. Je n'étais plus la spécialiste Miller, la fille. J'étais désormais une entité à besoin de connaître, une clé de décryptage humaine, visant un problème très spécifique. Le problème était une salle de conférence sécurisée au dernier étage de l'ambassade. La mission? Unique liaison linguistique pour une série de discussions officieuses concernant la mer de Chine méridionale. La pièce était dominée par une immense carte murale des voies maritimes disputées. On me présenta mon nouveau CO, un lieutenant-colonel pragmatique aux yeux vifs et sceptiques. J'étais une E4, une spécialiste, assise à une table avec des diplomates de carrière et des O5. Je pouvais sentir leurs doutes. C'était une chose tangible dans l'air recyclé et frais. Mon père n'était pas dans la pièce. Je l'aperçus une fois, une image fugitive à travers la petite fenêtre en verre, renforcée de la porte. Il arpentait le couloir, son uniforme paraissant déplacé, son autorité inutile. Le garde à la porte ne le regarda même pas. À l'intérieur, je ne faisais pas que traduire. J'interprétais l'intention. Pendant 2 jours, j'écoutais non seulement les mots du général Wei, mais ses pauses, ses choix de mots, et le poids culturel derrière chaque syllabe. Je passais des notes au lieutenant-colonel, de petits bouts de papier disant des choses comme « Son ton est déférent, mais la formulation est une ligne dure. Il ne cède pas. » Le scepticisme dans les yeux de mon CO s'estompa lentement, remplacé par de la concentration. Il commença à me regarder avant même que le diplomate n'ait fini de parler. Le point de rupture vint le dernier jour. Les négociations étaient bloquées, l'ambiance tendue. Le général Wei se pencha en arrière et parla, utilisant un idiome complexe et stratifié sur une marée qui revient et un pêcheur patient. Cela sonnait pensif, presque poétique. Le diplomate principal américain hocha la tête, y voyant une ouverture pour une discussion supplémentaire. Je sentis une terreur froide remonter le long de mon échine. Je savais ce que cela signifiait vraiment. Je brisai le protocole, je me penchai en avant et parlais directement à mon CO. Ma voix basse mais ferme. « Monsieur, ce n'est pas une suggestion. Culturellement, c'est un avertissement final. Il nous dit que la marée se retire sur cette offre. Le pêcheur patient, c'est lui, et il est sur le point de ranger son équipement et de rentrer chez lui. C'est la dernière offre avant que les discussions ne s'effondrent. » Le lieutenant-colonel me fixa pendant une longue seconde. Il absorba l'information, traita la menace. Puis, il adressa un unique hochement de tête sec au diplomate principal. Toute la stratégie américaine pivota en cet instant, basée sur ma lecture de la salle. L'accord fut sauvé. Mon CO ne dit pas merci ou bon travail. Il croisa simplement mon regard après la réunion et me donna un hochement de tête discret et profond de respect. C'était un geste simple. Mais c'était la validation professionnelle que j'avais passé toute ma vie à essayer d'obtenir de mon propre père. La langue inutile des pêcheurs et des fermiers venait de naviguer les eaux les plus contestées de la planète. Le succès des discussions ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait au calme avant une tempête que je savais imminente. Le lendemain, je trouvai un couloir stérile et tranquille dans l'ambassade pour terminer mon rapport d'après-action. J'avais besoin de consigner les détails, de traduire la danse complexe des dernières 48 heures en langage froid et factuel d'un AAR. J'aurais dû savoir qu'il me trouverait. Son ombre s'abattit sur la tablette avant que je ne le voie. Il ne dit pas bonjour. Il ne demanda pas si j'allais bien. Il se dressa au-dessus de moi, son grade et sa taille. Une forme familière d'intimidation qui avait fonctionné toute ma vie. « J'espère que les discussions ont été productives, » dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une salve d'ouverture. Je t'ai placé à cette table et tu as rempli ta fonction. Il réécrivait le récit, se présentant comme l'architecte de mon succès,
Les mots planèrent dans l'air. Une tentative stupéfiante de reclaim l'ownership de quelque chose auquel il n'avait pas participé. Pour la première fois, sa colère ne m'effrayait pas. C'était juste du bruit. Je connaissais les règlements, je connaissais le protocole. Les règles qu'il m'avait appris à vénérer étaient désormais mon bouclier. L'objectif a été atteint, monsieur, répondis-je, ma voix égale, mes yeux sur mon rapport. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait. Il voulait une fille, confuse et apologétique. Il obtint une spécialiste respectant les règles. Sa mâchoire se serra. J'ai besoin d'être informé de ce qui s'est passé dans cette pièce, dit-il. Sa voix tombant au ton bas et commandant qu'il utilisait avec les officiers juniors. Considère cela comme un débriefing direct. C'était un abus flagrant de pouvoir, une violation massive du protocole. Il n'était pas dans ma chaîne de commandement opérationnel. Il me demandait de compromettre des informations classifiées par une forme tordue d'autorité paternelle. Je pris une respiration lente, prête à lui donner le refus calme et professionnel qu'il méritait, prête à lui dire de soumettre une demande par les canaux appropriés, mais je n'eus jamais à dire un mot. Y a-t-il un problème ici? Colonel? Mon CO, le lieutenant-colonel, était apparu au bout du couloir. Il marcha vers nous, ses pas mesurés, sa présence calme mais absolument inébranlable. Il ne me regarda pas, ses yeux étaient fixés sur mon père. Il s'arrêta directement entre nous, une barrière physique discrète. Le dos de mon père se raidit comme une tige. Je ne faisais que débriefer ma spécialiste. Lieutenant Colonel. Mon CO ne s'y même pas. Non, vous ne le faisiez pas. Colonel. Le rapport d'après-action de la spécialiste Miller est pour mes yeux seulement. Elle me rapporte. Si vous avez des questions sur les discussions, vous pouvez soumettre une demande par les canaux officiels. Il marqua une pause, laissant les mots pénétrer. Sommes-nous clairs? Utiliser mon grade, spécialiste Miller, était un bouclier et une épée. Cela me définissait comme une soldate professionnelle, sous son commandement complet. Coupant entièrement la connexion familiale que mon père essayait d'exploiter, le masque du colonel se fissura enfin, pendant une fraction de seconde. Je vis un homme stupéfait et impuissant, surpassé et exposé. Tout l'air le quitta. « Crystal !» cracha-t-il. Le mot à peine un murmure. Il se tourna sans regarder et partit. Sa foulée était raide, son autorité un fantôme. Mon CO le regarda s'éloigner, puis se tourna vers moi. « Bon travail, Miller. » Il me donna un court hochement de tête et me laissa seule dans le couloir silencieux. Et je restai là, tandis qu'une unique larme que je ne savais même pas en attente tombait enfin. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était le sentiment d'une chaîne, longue et lourde, se brisant enfin, 6 mois plus tard, l'air à Fort Huachuca, en Arizona, est sec et pur, un monde loin de la tension humide de Singapour. La cérémonie n'était pas dans une grande salle de bal, c'était une affaire simple et tranquille avec une poignée de soldats de mon unité. Le soleil du désert scintillant sur le mât du drapeau. Mon lieutenant-colonel, le même que celui de l'ambassade, épingla la médaille de commendation de l'armée sur ma poitrine. Le poids était réel, solide. Il lut la citation à voix haute, et j'entendis les mots qui réécrivaient officiellement mon histoire pour des capacités linguistiques uniques et une acuité culturelle dans un environnement diplomatique à haute pression. Il n'y avait pas de mention de pêcheur ou de fermier. Mon père n'était pas là. Il avait envoyé un email une semaine plus tôt. Le genre de message formel et guindé qu'un officier supérieur envoie à un subordonné qu'il connaît à peine. 2 mots, félicitations, Sergeant. J'avais été promu le mois précédent. Il utilisa mon nouveau grade, mais cela ne ressemblait pas à du respect. Cela ressemblait à de la distance. Je le lus, les supprimailles, et ne ressentis rien. La poursuite de son approbation était terminée. Je l'avais enfin surpassé. Après la cérémonie, je regardais mon uniforme. Les médailles étaient pour ce que j'avais fait, mais les galons de sergent sur mes manches, ils étaient pour ce que j'étais devenue. Une sous-officière, une leader, responsable d'autres soldats. Et je compris enfin, la plus grande erreur de mon père n'avait pas été de sous-estimer un dialecte. C'était un échec de renseignement. Il avait mal évalué l'atout, juste devant lui. Il voyait une fille censée être son reflet, pas une soldate capable de se tenir seule. Aujourd'hui, je suis instructrice ici, j'enseigne aux jeunes 35P. La prochaine génération de linguistes, je leur enseigne que la langue n'est pas seulement des mots, c'est du contexte, de la culture et des espaces entre les mots où vit la vraie vérité. Je leur enseigne à voir ce qui n'est pas dit. Cette nuit-là, mon père vit une fille censée rester silencieuse.
Le général Wei vit une soldate qui était un atout, mais pour la première fois, en me levant de cette table, je me vis moi-même, non comme son héritage, mais comme le mien. Il essaya de m'écrire hors de son histoire. Alors j'écrivis ma propre fin. Si quelqu'un a déjà essayé de vous faire sentir petit ou de vous écrire hors de votre propre histoire, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé votre voix.